Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Luc Malick Sarr, conseiller politique du président de la République, membre du secrétariat exécutif et du directoire politique de l'APR. Il a été également mon professeur d'histoire et géographie au lycée Kennedy. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Nous recevons également Mamadou Won Di Mao, sociologue, membre fondateur du mouvement maoïste au Sénégal. Merci, monsieur Mamadou Won, d'être là. Merci, madame, pour l'invitation également. L'actualité est marquée par la sortie du président de la République lors de son traditionnel discours du Nouvel An. Luc Malick Sarr, beaucoup parmi les observateurs ont d'ailleurs dit être restés sur leur faim, concernant surtout le supposé troisième mandat du président de la République. Sa réponse n'a pas été convaincante. Merci beaucoup, madame. Je crois que cette question a été posée et il faut se dire et s'interroger autour d'une seule problématique. Qui la pose? Est-ce une demande sociale? Est-ce une exigence populaire? Ou plutôt, c'est un agenda médiatique, un agenda politique, voire politicien, qui est à la base ou bien qui serait à la base du questionnement. Mais peu importe. Est-ce que la réponse a été convaincante? Oui, pour moi. Elle a été pour trois raisons. La première, c'est que c'est tout à fait particulier, et dans l'histoire politique, dans la trajectoire historique du Sénégal, qu'on veuille poser une question aussi essentielle en ces termes. Un président nouvellement élu, au cours de l'année de son élection, on lui demande de se prononcer dans 5 ans ce qu'adviendra de son propre règne. Première interrogation politique intéressante. Deuxième interrogation, quand on pose la question en ces termes, cela veut dire que toutes les élections intermédiaires, celles médianes, portant sur les législatives, sur les locales, n'intéressent personne. En réalité, on fait comme si la réalité politique se crispe sur la subjectivité propre au président de la République. Je crois que ça aussi, ça pose problème du point de vue intellectuel et du point de vue politique. Troisième élément, je crois que ça c'est fondamental. Je vous dis clairement, et de la manière la plus solennelle qu'il soit, que jamais le président de la République, je dis jamais, n'adoptera une position anticonstitutionnelle. Jamais, je proclame de manière nette et sans équivoque, jamais il ne s'agrippera au pouvoir. Mais pourquoi ne pas le dire tout de suite? Mais justement, oui. Voilà la question dans l'impératif politique catégorique qui pose problème. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il allait briguer un troisième mandat? Qui a entendu Macky Sall dire qu'il allait briguer un troisième mandat? On ne pose pas la question en ce terme. On pose la question autrement. Le président n'a pas dit. Mais on entend dire que le moment n'est pas encore venu. Ça veut dire que le débat va venir. Mais bien sûr. Chaque chose en son temps, madame. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les Sénégalais sont préoccupés par le coût de l'électricité. Il y a des problèmes de fond. Les gens marchent. Il n'y a pas de marche autour du troisième mandat parce que ça ne se pose pas. Il y a des marches sur des questions sociales. Oui, justement, est-ce que ce débat même devait se poser, Mamadou Won, d'autant plus que la charte fondamentale s'est bien prononcée sur cette affaire-là. Le ni oui ni non du président le jour du Nouvel An n'a pratiquement presque pas convaincu. Et vous? Oui, moi je fais partie des Sénégalais. C'est pas que je ne suis pas convaincu, mais je suis très sceptique et je vais vous dire une chose. C'est même à la limite un tournant dans l'histoire politique du Sénégal, quelque part. Oui. J'ai peur d'une répétition. Avant tout, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux et à tous vos éditeurs également. Mais moi, je pense qu'il y a une question de redevabilité. Les présidents ne sont pas élus pour devenir des sortes de carapaces. Non, à tout moment, le peuple, à travers certains citoyens, peuvent poser la question. Si on le pose, c'est d'actualité. Notre environnement aujourd'hui, en Guinée, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un problème énorme. Je pense que dans une république, si la Constitution est claire, je ne vois pas pourquoi on ne poserait pas la question.
Il n'y a pas de question taboue en matière politique. Et l'impératif du temps, ça ne concerne pas la clarté du débat politique. M. Sall a été élu sur la base d'un mouvement de revendication contre le troisième mandat du président. Mandat, ou peut-être pas mandat, oui. La troisième candidature, oui. Pour parler comme l'autre, de M. Wade. Oui. Ça a créé tout un mouvement politique, social. Il y a eu des Sénégalais qui sont morts pour cela, qui ont donné leur sacrifice. Oui. Le mouvement politique qu'il a porté, c'est un mouvement quand même de revendication, de respect de la Constitution. Alors, s'il répond oui, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Si je dis que je ne serai pas candidat, l'argumentaire que la classe, c'est-à-dire comme l'autre qui dit ceux qui sont dans la classe, ils ne vont plus travailler, ça pose énormément de problèmes. Moi, je pense qu'il y a un problème de langage en matière de communication. S'il a choisi, il a été élu, il a choisi des ministres, ils doivent travailler, quel que soit le temps. Il ne faut pas qu'ils soient là pour dire oui, je travaille parce que le président est là. Ils travaillent parce qu'ils ont peur, mais ça pose énormément de problèmes. Les Sénégalais doivent être choisis à ce niveau-là pour servir le pays. Ça ne doit pas être un indicateur, à mon avis, dire je ne vais pas me prononcer sinon mon parti. Ils vont plus travailler. Je vais pas me prononcer, sinon les gens vont descendre dans la rue. Descendre dans la rue fait partie, de la démocratie. Donc pour moi, l'argumentaire du président n'est pas recevable à ce niveau-là, et c'est très grave. Ça ouvre la porte à une possibilité de troisième candidature. Parce que le respect de la Constitution, demain, ça veut dire que la Constitution est floue dans ces conditions. S'il dit ni oui ni non. Si la Constitution était claire, il n'allait pas dire ça. Oui. En France, je regrette de prendre tout le temps des exemples venus d'ailleurs. Il n'est pas donné à M. Macron de dire oui, je ne vais pas dire si je serai. C'est très clair. Oui, il sera pas justement, Luc Malick Sarr, beaucoup d'observateurs l'ont dit, l'argumentaire développé par le président, si je dis oui, ça va se passer comme ça. Si je dis non, ça se passerait comme ça. Ça n'a pas été du tout pertinent pour certains. Bon, nous allons discuter. Je crois que ce que dit M. Wan est aux antipodes de ce que je pense, et je crois que son discours mérite débat. On va discuter. Alors je pose la question comme il la pose, mais autrement. La Constitution est-elle claire ou non sur la question? Si la Constitution est claire sur la question, pourquoi poser la question? Je lui pose la question, il va répondre intellectuellement. Nous allons voir, M. Wan. La question est, la Constitution est claire. La question est, parce qu'elle est claire, pourquoi poser cette question? Qu'est-ce qui motiverait ce questionnement dès lors que la Constitution en elle-même règle la question? Problème, M. Wan. Nous allons discuter. Donc, je crois qu'intellectuellement, il n'y a pas de souci. Autre élément, je ne crois pas, du point de vue historique et politique, qu'il faille convoquer la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est faire injure à l'histoire démocratique du Sénégal. Nous ne sommes pas la Guinée, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais connu de coup d'État. Il n'y a pas eu de mode de transmission non démocratique dans ce pays. Donc, ce n'est pas juste de convoquer l'environnement géopolitique local pour développer un épouvantail de peur. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas dans les conditions historiques de psychologie générale de la société capables de nous pousser à penser autrement. Autre élément, je vais revenir à votre question, madame, je clarifie après pour le débat. Je ne suis pas d'accord sur l'analyse faite par M. Wan sur le troisième mandat de M. Abdoulaye Wade. Non, je regrette, ce n'est pas conforme à ce qui s'est passé en 2012. Il y a eu un forcing anticonstitutionnel de Wade, où Wade s'est présenté à une élection, il a été premier et battu dans une élection de second tour. Non, il n'a pas été. Non. Ce que vous dites n'est pas conforme à la vérité historique, M. Wan. Macky Sall s'est battu contre Wade et contre d'autres adversaires politiques. Pas ennemis, mais adversaires. C'est dans un second tour, dans un mouvement d'emballement de second tour, qu'il est venu au pouvoir. Donc je ne vois pas comment du tout on peut oui, il a été. C'est pas exact.
Si le mode de scrutin était par ailleurs différent de celui qui prévaut au Sénégal, Wade serait encore au pouvoir jusqu'en 2019 parce qu'il était premier. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, l'argument, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que oui, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Le président dit que si je ne vais pas, si je me prononce de sitôt, il y aurait vraiment ne vont pas travailler, etc. Oui. D'accord. On va discuter sur le sens de ces propos. Je crois connaître un tout petit peu d'histoire des sociétés et de la chose politique pour comprendre ce qu'on appelle les fins de règne. Des ouvrages ont été écrits sur les fins de règne, la signification de fins de règne. Donc, comment des fins de règne dans la gestion du pouvoir. Les fins de règne, c'est comme ça. Les fins de règne sont extrêmement difficiles, monsieur. Ce n'est pas du tout abstraitement qu'il faut concevoir la chose, dans l'objectivité phénoménale. Donc, dans la réalité des choses. La réalité des choses, c'est quoi? Celui qui part a des difficultés par rapport à ceux qui veulent rester et continuer leur lutte. Ça, c'est une loi. C'est-à-dire que ça, la chose politique. Maintenant, que le président ait la capacité de bloquer ses troupes, de bloquer ces gens, ce n'est pas du tout par rapport à des ministres. Oui, des ministres qui travaillent. Les ministres travaillent au service du Sénégal. Le président travaille au service du Sénégal. La question ne se pose pas en ces termes. La question se pose en termes de durabilité. Est-ce que oui ou non, il y a des ambitions internes qui vont naître. Il y a c'est clair, des échappées solitaires, donc des tendances. Ils se placent, ils se créent dans le pays. Objectivement, il ne faut pas avoir un point de vue subjectif sur la question. Soyons objectifs et honnêtes pour comprendre qu'aujourd'hui, on installerait le Sénégal dans une situation, je dis bien, d'élection, de campagne électorale, permanente. Ceux qui veulent remplacer à l'interne vont se battre entre eux. Oui. Ceux qui sont pressés pour le voir partir vont etc. On accepte. C'est ce cours-là que le président veut éviter en disant, je conclue, madame, en disant simplement, recentrons-nous sur ce qui est essentiel. Il faut régler les préoccupations des Sénégalais. Prenons en compte et en charge la cause et les intérêts des Sénégalais. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Mao, vous l'avez dit, que la Constitution est claire là-dessus, mais qu'il y a un autre débat qui a été soulevé, c'est l'article 27 de la Constitution et l'absence de dispositions transitoires. Oui, vous allez me permettre quand même de revenir sur... Allez-y. Pas pour polémiquer, hein. Moi je pense qu'on est là pour clarifier certaines choses. À mon avis, la question politique est la question capitale dans la marche de ce pays. On ne compare pas, je veux dire, la comparaison avec ce qui est social, l'urgence sociale, il y a aussi l'urgence politique. Parce qu'on sait que dans nos pays, quand on regarde, on fait de l'analyse géostratégique, c'est les élections, la question des élections, la question de pouvoir, en dernière analyse politique, et de sa reproduction a été à la base de crises très graves. Ce n'est pas pour rien que le président du Nigeria a été très clair dans son adresse je ne ferai pas de troisième, je ne vais pas solliciter le troisième mandat. C'est clair. Le Niger également, c'est très clair. Pour revenir au Sénégal, le Sénégal, la démocratie a été léguée par des générations depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Ça a été des processus de lutte. Personne n'a le droit aujourd'hui de l'hypothéquer sur la base j'ai du clientélisme politique, mon parti ne va pas suivre. Ça, c'est pas. Et en même temps, si on voit les pratiques de monsieur le président de la République, il y a déjà une jurisprudence. Il avait dit qu'il allait faire 5 ans. Oui. Et au dernier moment, il fait 7 ans. En laissant la question au Conseil constitutionnel qui dit ou non, etc. Donc déjà, le peuple sénégalais, il y a eu une sorte d'alerte. Parce que quand on se dit, ce n'est pas une question de dire la Constitution. Non, la parole aussi, elle est extrêmement importante. Et là, je parle en tant que sociologue. Nous sommes dans des cultures de l'écriture.
Nous sommes dans la culture orale et c'est extrêmement important de dire que la prise de parole, le fait de dire je m'engage, c'est extrêmement important chez nous. Si on déchire cet engagement au nom d'une rationalité, entre guillemets, constitutionnelle, moi, en tant qu'Africain, ça me pose énormément de problèmes. Alors, pour revenir, souvent, les constitutions sont taillées pour créer des zones d'ombre, tu vois, des zones d'ombre qui permettent à certains, au dernier moment, de l'interpréter à leur guise, en disant oui, bon, les fins de règne, la sociologie des fins de règne, il faut l'accepter. Le règne va finir, tôt ou tard. Et s'il fait un troisième, je donne un exemple, qu'il force les verrous, le coffre-fort de notre histoire constitutionnelle, et il arrive au troisième mandat, le troisième mandat va tôt ou tard, c'est terminé. Oui. Il aura ce problème. Donc il ne faut pas qu'il le reporte, etc. À mon avis, c'est très clair. Hein? Moi, ce que je retiens, qu'on le dise ou pas, nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça, c'est très clair. Mais pourquoi lui, dans ces conditions, il a congédié un ministre? Je ne sais pas s'il était ministre ou pas. Ministre conseiller. Ministre conseiller. Et un directeur. Et un directeur. Oui. Il y a une sorte d'omerta. L'omerta, ça veut dire quoi? En tant que signifiant au niveau politique. Et je parle maintenant de philosophie et de sens. Hein, le fait de dire la personne qui se prononce en disant que le président ne va pas solliciter le suffrage des Sénégalais pour la 3e fois, parce qu'il a sollicité 2 fois, hein, ce n'est pas à cause des artifices juridicaux, mais la Constitution, le droit est fait pour être interprété. On manipule le droit. On manipule le droit au service d'intérêts de classe. Ça, c'est très clair. Le droit tel qu'il est là n'est pas au profit du peuple sénégalais. Je veux dire que le droit qui est là, en dernière analyse, si on regarde très bien, il est là comme système, comme mécanique de reproduction des gens qui ont capturé l'État. Ça, c'est très clair. Donc, je vais terminer sur ça. C'est qu'on a eu ça. Il y a eu un autre membre, que je respecte beaucoup, M. Diakhaté. Excusez-moi de prononcer son nom. Je ne veux pas prononcer des noms. Lui aussi qui a eu des problèmes. Et on dit que personne ne doit parler. Au nom de quoi personne ne doit parler? Un parti aussi, il faut qu'il y ait des ambitions. Pourquoi on veut écraser ou s'asseoir sur les ambitions des uns? Un parti, c'est des courants politiques à l'intérieur. Un parti n'est pas monolithique. Un parti, c'est des sensibilités différentes, mais qui sont d'accord sur quelque chose. Mais pourquoi moi, vous, Binta Diallo, vous avez une ambition, vous êtes dans la paix, on vous empêche d'avoir une ambition. Au nom de quoi? Voilà. En tout cas, est-ce que ce n'est pas ce flou autour du supposé 3e mandat du président Macky Sall qui explique un peu le désordre au niveau de la paix? Excusez-moi du terme s'il est trop fort, le désordre. Quand on a posé aussi au président de la République la question d'un dauphinat politique, c'est qu'il a répondu aussi, n'a pas été trop clair. Je ne connais que le dauphin de mer. Merci beaucoup. Oui. On va revenir sur des choses très, très graves dites par M. Wan. L'analyse ne saurait être géostratégique, d'ailleurs, du point de vue conceptuel. Quand même, c'est pas ça. Mentionner Buhari, le général Mohamed Buhari, qui avait déjà fait un coup d'État. Il a été président du Nigeria avant de quitter l'armée, après la venue lui-même victime d'un coup d'État du général Olusegun Obasanjo avec Sabi Hassana. Buhari, en faire une référence pose problème à votre niveau. Buhari, quelqu'un qui a fait un coup d'État pour accéder au pouvoir, qui a tiré au pouvoir, qui revient pour faire c'est pas bien. Deuxième élément, Youssoufou, la même chose. Le Niger n'est pas le Sénégal, M. Wan. Séné Kounché, David Obid, des coups d'État, l'armée, le centralisme, etc. Ces pays n'ont pas la même trajectoire que nous. Vous avez parlé de l'histoire coloniale, la démocratie, thème sur lequel je peux discuter, j'en suis certain. Lorsque d'abord en 1790, l'amiral qui va aux États généraux, je sais,
Lorsqu'en juin, le 31 octobre 1848, Barthélemy du Langerontin va au Palais Bourbon, première députation. Je sais. Nous savons bien la trajectoire démocratique de ce pays. On ne discute pas de ça. Je ne discute pas de ça. Ce dont je veux discuter est dans le fond. Vous dites que c'est là que ça devient intéressant. Que le président d'abord avait dit qu'il allait faire 5 ans. Il était le promoteur du quinquennat. Oui. Il a fini par faire le septennat. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui le plus s'oppose et pose la question, c'est parce qu'il doute de la parole du président. Et vous venez de le dire. Alerte. Et vous allez réentendre ce que vous avez dit. Donc, quoi que dise le président, même si le président dit aujourd'hui, je dis bien, s'il dit aujourd'hui que je ne serai pas candidat, les gens en douteraient. Ils en douteraient. Qu'ils disent aujourd'hui que parce qu'ils ont dit que non, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il avait dit qu'il n'allait pas faire et il a fait autre chose. C'est ça la situation. Il faut être honnêtement, c'est comme ça que se pose la question. 2. Troisième élément, non. Le peuple sénégalais a vécu cette séquence. C'est ce même peuple qui a réitéré sa confiance au président de la République de manière claire, sans équivoque et de manière écrasante. Non, il n'y a pas de substitution subjective à la place du peuple pour dire que oui, le peuple... Non, c'est pas du tout exact. Ce peuple a vécu ça. Oui, le président avait dit, il s'est dit, et pourtant le peuple l'a réélu. 3. Quatrième élément. Si vous partez de l'hypothèse qu'il y a une forme de capture du droit, de la constitution systémique, etc., pour une reproduction d'une classe, mais donc quel est le sens du débat? Si déjà, donc, comment voudriez-vous à l'intérieur, je sais, je ne suis pas stalinien. Staline dit que le parti s'épure. Il se renforce en s'épurant de ses éléments récalcitrants. Il faut éliminer Geneviève, Kamenev, etc. Il assassine. Non, nous sommes d'accord. Je connais le parti, le mien, je le connais. Vous ne le connaissez pas. Je connais ce parti-là. C'est parce que justement nous avons pensé la question politique autrement que par les clichés traditionnels d'organisation du fait politique, que nous avons créé un parti original. Un parti très original. On lui dit, armée mexicaine, vous n'êtes pas organisé. C'est ce parti-là qui non seulement a été l'exception politique, qui a remporté les élections de 2012 et qui remporte à nouveau 2019 face à des partis classiques organisés. Je conclus maintenant sur la question de madame. Oui. Ce que vous dites, M. Wan, n'est pas conforme à la vérité quant à ces messieurs dont vous avez parlé. Ni M. Moustapha Diakhaté, ni M. Sori Kaba n'ont été limogés parce qu'ils se seraient opposés à un quelconque troisième mandat. Ce n'est pas exact. Je n'ai jamais lu M. Moustapha Diakhaté, que je connais très bien. J'ai dit publiquement, très bien. Je ne l'ai jamais lu dire que j'ai été défenestré parce que je me serais prononcé contre le troisième mandat. On le lui donne. M. Sori Kaba a fait une sortie publique dans l'Observateur. Je l'ai avec moi. Il l'a fait ici sur RFM. Il a dit qu'il n'a jamais été défenestré pour cette raison-là. Vous avez une capture, vous êtes parti de cette affaire-là pour dire que oui. Et le désordre, quel désordre, madame, y a-t-il dans la paire aujourd'hui? Par rapport à quoi? Je n'ai jamais vu de départ de la paire. M. Moustapha Diakhaté demeure aujourd'hui encore membre de la paire. Les insultes, les invectives, Ça, c'est une tradition dans tous les partis. Les révélations. Non, mais non, attendez. Ça, je crois que... Non. Les guerres de succession, les positionnements. Oui, c'est normal. C'est la vie. Ça signifie que c'est notre parti qui respire. C'est un parti qui vit. Justement, ça signifie que le parti n'est pas monolithique. Le parti est hétéroclite, entre guillemets, dans un certain sens,
il n'est pas monolithique. Il n'y a pas ça comme préoccupation exclusive. Nous avons d'autres préoccupations. Très bien. Luc Malick Sarr, conseiller politique du président de la République, membre du secrétariat exécutif et du directoire politique de l'APR. Nous recevons également Mamadou Wandi Mao, sociologue, membre fondateur du mouvement maoïste au Sénégal. Il y a aussi le dialogue national qui a été lancé. Le président du comité de pilotage installé, les travaux doivent normalement durer 3 mois, sauf que beaucoup, Mao, ont pensé que dans ce pays, dans un pays où les institutions marchent, aucun blocage institutionnel, à quoi ça sert de dialoguer? Oui, je fais partie des Sénégalais. Je me pose cette question également. Moi, vous savez, tous ces processus politiques, c'est pour moi, ne constitue pas la priorité. Normalement, dans un État où la démocratie fonctionne réellement, on n'a pas besoin de nous asseoir, et je me repose même la question de la représentativité des uns et des autres, s'asseoir pour prendre des actes d'autorité administrative, pour donner aux gens leurs cartes, pour voir quelle est la meilleure façon pour l'électeur sénégalais d'aller voter dans des processus facilités et qui restent conformes à leurs droits. Parce que c'est un droit fondamental dans une démocratie. Ce n'est pas des techniques administratives confiées à des politico-administratifs confiés à un ministre de l'Intérieur et toute la chaîne de commandement administratif héritée depuis l'époque coloniale. On a encore des gouverneurs, c'est dommage pour nous. Bon, je m'excuse auprès de tous les gouverneurs, mais c'est très clair, c'est une chaîne de commandement héritée de la colonisation et ils sont là pour le pouvoir, tout pouvoir qui arrive. Et il faut rompre avec ça. Les Sénégalais, si on veut être dans des processus, il faut qu'à mon avis, on rentre dans ce qu'on appelle la rationalisation des processus politiques. Et la rationalisation des politiques, on ne peut pas rester dans ce logiciel depuis M. Abdou Diouf jusqu'à présent. Bon, allez, réunissez-vous, si vous êtes d'accord, je ne vais pas changer une virgule. Il faut changer ça. Les Sénégalais ont besoin de faire autrement la politique. Et vous me permettrez de revenir. On ne peut pas ne pas parler du Nigeria. C'est coup d'État. Non, moi je parle de maintenant. Je dis aujourd'hui, vous allez. Ce processus, ce coup d'État, quoi qu'il en soit, par la suite, il y a des processus démocratiques qui se sont installés au Niger, au Bénin, au Mali, partout, qui sont installés. Et aujourd'hui, la comparaison, elle est fondamentale. Parce que si le Sénégal, jusqu'à présent, on est là pour dire le dialogue, alors que le dialogue, comment il s'appelle? Le dialogue politique inclusif, alors qu'il y a eu toute cette génération au Bénin, j'ai oublié comment on l'appelait encore, c'était à l'époque aussi le même processus de dialogue, les conférences nationales. C'était passé. Moi, franchement, je croyais qu'avec ce pouvoir, on allait rentrer dans ce qu'on appelle les innovations en politique. On allait sortir de la politique traditionnelle où quelqu'un insulte l'autre. Insulter quelqu'un ou, par exemple, avoir ce truc-là, c'est insulter les Sénégalais. Parce que ce n'est pas seulement entre vous et votre co-membre d'un parti, c'est des yarou. C'est-à-dire, nous, on a un logiciel culturel. Et il a dit, en politique, nous ne sommes pas des ennemis. Il faut aussi que la politique au Sénégal épouse nos valeurs culturelles de Soutoura, de Teranga. Mais si le champ politique devient un champ qui ne produit pas des références à la nouvelle génération, que les gens s'étripent pour des positions de pouvoir, alors qu'il y a des Sénégalais qui tous les jours travaillent, des femmes qui se lèvent tôt le matin pour vendre, aller chercher du poisson, des légumes pour vendre, des Sénégalais qui ne travaillent pas et qui sont dans des imaginations terribles de créativité pour survivre, pour avoir au moins 500 francs par jour en vendant dans la rue et tout ça, et que d'autres qui sont payés à prix d'or et qui s'insultent, ça pose un problème. Quand on a le pouvoir, on a une responsabilité culturelle, on a une responsabilité de rôle modèle, ce qu'on appelle le rôle modèle. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Oui. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui. Et maintenant, moi je dis, pour terminer cette question, la conférence nationale,
3 mois. Pour moi, véritablement, je ne peux pas dire c'est le dialogue national. Le dialogue national. Oui, le dialogue national. Oui. Pour moi, franchement, on aurait pu nous épargner ça. On aurait pu nous épargner l'ensemble de ces processus qui n'apportent pas de plus-value en politique. Oui, c'est ce que je disais tantôt, Luc Malick Sarr, les institutions qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Sinon, on assiste chaque jour à des débats politiciens. Ce sont les politiciens qui s'étripent à travers les médias interposés. Aujourd'hui, si le président appelait à un dialogue national, est-ce qu'il ne l'a pas fait sciemment pour juste dérouler son agenda? Non, je constate que, avant de répondre à votre question, que M. Wan est dans le classicisme de la réflexion politique. Évidemment, nous sommes totalement différents dans la conception de la chose politique et dans l'appréciation des phénomènes, notamment du processus historique tel qu'il s'est déroulé. Je crois que c'est évident. Bien. Le dialogue national est totalement différent dans son contenu, dans sa forme et dans sa perspective des conférences nationales africaines. Les conférences nationales africaines, M. Wan, qui se sont déroulées en Afrique occidentale et en Afrique centrale au début des années 90, l'ont été le plus souvent à la faveur de grandes crises. C'est des crises économiques, sociales, des crises de représentation, de contestation électorale et surtout, et c'est le plus régulier, on en a recensé 7 qui sont issus de guerres civiles. Donc c'est à l'issue de conflits de forte amplitude, comme on dit en géopolitique, que ces questions-là ont été posées. L'obligation était une réconciliation nationale. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons changé d'époque, M. Wan. Justement, vous avez parlé du code des gouverneurs. Le code des gouverneurs pour la première fois, c'est vrai. C'est un code colonial parce que la perspective, n'est-ce pas, de Faidherbe qui a été renforcée bien avant lui par le gouverneur Schmalch, notamment, et même le gouverneur Roum, etc. J'ai vu en Goulvan, donc il y a 4 ou 5 gouverneurs, jusqu'à la création de l'AEF en 1895, qui se sont prononcés sur ces questions-là. Je sais que c'est d'origine coloniale. On ne discute pas de ça. Nous savons. Et la réflexion autour de l'exigence, par exemple, de mettre fin à ce code-là, pourrait être un thème du dialogue. Mais justement, c'est ça le dialogue national, M. Wan. Madame Binta Diallo, la maxime de la réconciliation en sciences politiques, notamment selon Kestel, un grand penseur Kestel, dit que la maxime de la réconciliation est fondée sur la main du plus fort tendue au plus faible. C'est quand dans un rapport de force politique, même Généris le dit, les grands penseurs le soutiennent, à un degré moins, allez, Badiou. C'est quand on est dans une logique sociale claire dans la gestion du pouvoir, quand les choses se crispent sur des problématiques qui concernent l'ensemble des Sénégalais. Ce n'est pas du tout le dialogue politique qui est un aspect du dialogue national. Moi, je parle du dialogue national tel que vous m'y aviez invité. Le dialogue national, c'est quoi? C'est ce qu'il dit. Le code du gouverneur, non, il faut rompre avec quelques pages du colonialisme. Non, aujourd'hui, on a des problèmes avec la culture sénégalaise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une réappropriation de nos valeurs culturelles? Comme il dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un appareil d'État qui fixe la priorité, qui développe des stratégies? Non. Ensemble, créons les conditions d'un consensus fort autour de thématiques. On peut ensuite discuter sur la base de nos spécificités propres, partisanes ou autres, discuter et lutter pour la prise du pouvoir. Ce n'est que ça. Donc, impulser une dynamique. 3 mois. On n'épargnera pas ces 3 mois-là. Les Sénégalais ne sont pas non intelligents. Et cette news, avec ce dispositif global de gens, des universitaires accomplis, des politiciens de rang, etc., des gens qui sont très forts dans le domaine de compétences, non, on ne va pas accepter que de revers de main. Non, il y a aujourd'hui une situation qui prévaut au Sénégal. Il y a des questions sur lesquelles nous devons discuter et autour desquelles nous devons trouver des éléments, des plages de convergence pour forger des réponses collectives. Oui. Moi, c'est ça qui est extrêmement important et je conclue sur une chose. Une seule chose. Oui, les partis politiques ne doivent pas être des écoles de guerre. Si dans la Constitution, le point 1, nous avons discuté,
pour mettre dans la Constitution revue le 20 mars 2016, point 1, c'est rationalisation et modernisation des partis politiques. Justement que les partis conçoivent autrement la politique qu'ils ne l'ont fait de par le passé. Donc nous voulons ouvrir une nouvelle page politique et créer des espaces de dialogue et rompre avec la culture française, qui est une culture de confrontation, et mettre en avant l'exigence de négociation autour de questions. En tout cas, le dialogue national a été précédé, Mao, par le dialogue politique qui a pratiquement duré 6 mois. Et sur les 12 points à l'ordre du jour, il n'y a pas eu grand consensus. Et ça a même failli être éclabousé par la sortie de Serigne Mbacké Ndiaye sur la non-limitation des mandats présidentiels. On a même évoqué tantôt que Macky Sall voulait faire du Sénégal une présidence à vie. Non, mais moi, je pense que vous m'excuserez, parce que franchement, il y a des personnes, je respecte toutes les personnes, mais il y a des personnes qui sont porteuses de propositions, qui sont des propositions assassines. C'est-à-dire, moi, ma génération a payé le prix fort pour cette démocratie. Donc, quand on a commencé la politique, il n'y avait qu'un parti unique, un journal unique, une radio unique. Voilà les conditions dans lesquelles ma génération a commencé à faire la politique. Et cette génération de barricades a produit quand même avec d'autres, peut-être avant nous, avec toutes les luttes, on produit aujourd'hui ce que j'appelle la démocratie sénégalaise. Et cette démocratie sénégalaise, c'est très clair que certains ne la méritent pas de la porter. Parce que tout simplement, ils sont, c'est-à-dire c'est des personnes éprises de leur propre intérêt. Ils étaient dans les 3 pouvoirs, ils veulent rester encore dans ces pouvoirs et servir ces pouvoirs en faisant des offres de services qui assassinent notre démocratie. Ça, c'est très clair. Moi, franchement, je ne vais pas m'attarder sur ça et leur donner cette considération médiatique. Par contre, je vais donner une considération médiatique à toutes ces personnes aujourd'hui au Sénégal qui se battent pour qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte notre vote. Le Sénégal a fait 2 alternances politiques. C'est l'un des rares pays d'Afrique où il y a eu 2 alternances politiques. Il a dit tantôt, il n'y a jamais eu de coup d'État, tout ça. Le dialogue, que ce soit le dialogue politique, le dialogue national, les conférences, c'est des processus de pacification de l'espace politique et de fixation des règles démocratiques. Dans ce sens, on n'a pas besoin, aujourd'hui, en 2020, d'être encore dans ça. J'aurais souhaité pour mes enfants, honnêtement, qu'on soit ailleurs, qu'on soit dans ce saut qualitatif, qui est fondamental pour une démocratie. Que écoute, le premier résultat de ce dialogue, c'est quoi? Faire reporter les élections locales. Or, moi, j'ai envie de m'exprimer. Pourquoi on doit reporter à 1 an, je ne sais pas quoi, au nom de quoi on doit faire bouger le calendrier électoral et par des actes administratifs prolonger le mandat de gens qui ont été élus. Est-ce que moi, je peux encore accepter que moi-même, je donne un exemple, j'ai rien encore qu'on s'accommode de ça. Donc, moi, je pense que si le dialogue signifie aller vers des combinaisons politiques dans le sens de ne pas tenir compte de l'intérêt supérieur de la démocratie sénégalaise et des défis actuels de la démocratie sénégalaise, faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leur carte, qu'on vote dans des conditions de rationalisation, au lieu d'avoir 20 machins qui est, une liste, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire faire en sorte que on économise aussi l'argent du peuple. On ne peut pas se retrouver tout le temps dans ces processus de reproduction d'une classe politique qui ne change pas. Parce que pour moi, aujourd'hui... En tout cas, on a entendu le député Mamadou Lamine Diallo dire que le dialogue national coûtait 10 millions de francs par jour au Sénégal. Oui, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est clair qu'il y a un coût. Oui. Il y a un coût. Mais pourquoi ce coût-là? C'est-à-dire, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse demander aux Sénégalais
de payer plus cher leur électricité et qu'on garde des institutions politiques inflationnistes sans contenu, sans aucun intérêt pour le peuple sénégalais. Des gens qui sont payés uniquement parce que il faut qu'ils soient casés politiquement. Et quel est le résultat? Est-ce que, dans le cahier de charges, qu'est-ce qu'ils apportent au peuple sénégalais aujourd'hui? Oui. Luc Malick Sarr, je sais que vous allez répondre, mais est-ce que cette non-limitation des mandats proposés par un de leurs était un ballon de sonde? Non, mais écoutez, je crois que c'est... Non, ça ne nous engage pas. Nous sommes en dehors de ces considérations-là. Mais ça, c'est un problème subjectif. C'est un problème propre à quelqu'un. Ça n'a absolument rien à preuve. Immédiatement après, il y a eu une sortie, madame, vous le savez bien, de M. Benoît Sambou sur la question, pour dire que ça n'engage que ce monsieur. Donc, donc, il faut mentionner ça, vous le savez. Oui. Vous êtes talentueuse, madame. Ensuite, je vous dis une chose. Vous avez dit que M. Mamadou Lamine Diallo il a dit que 10 millions, etc. Par jour. Mais vous savez également la réponse extrêmement claire et sans équivoque de M. Mamadou Diop Decroix, qui n'est pas, à ce que je sache, un des nôtres, un maoïste, lui, donc, etc. Donc moi, je crois que nous avons donc, cette expérience-là. Vous savez bien que Mamadou Diop Decroix lui a démontré que ce n'était pas vrai. Vous le savez, madame. Ce qu'il dit n'est pas vrai, comme l'a démontré Decroix. Donc on ne peut pas se crisper, on ne peut pas fonder un jugement sur une chose qui a été démontrée dans sa fausseté. Ce n'est pas bien. Par contre, je vais vous répondre. Vous avez dit beaucoup de choses. En 2020, vraiment, ce que vous auriez dû dire, M. Wan, c'est ceci. On n'aurait pas aujourd'hui, en 2020, vivre la situation actuelle. C'est vrai. Mais c'est cette situation qu'on vit. Ce n'est pas ce que vous auriez souhaité que l'on vive, que l'on puisse vivre, plutôt, que l'on vécu. Mais ce n'est pas ça. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? Et tout au cours de votre développement, c'est extraordinaire. Vous avez dit qu'il est temps qu'on en finisse avec des cartes d'identité qui ne sont pas données à temps. Il est temps qu'on en finisse avec des cartes d'électeurs que nous n'avons pas. Il est temps qu'on en finisse avec cette affaire-là. Faut-il ou non faire du parrainage? Il est temps qu'on règle la question du fichier électoral, qu'on ne parle plus de ces questions-là. Il est temps... Mais c'est que ça. Mais justement, c'est ça qui explique ce dialogue-là. Il ne faut plus au Sénégal, désormais, qu'il y ait ça. Il n'y a que ça. On ne laisse pas l'initiative au seul État de dire voilà ce qui va se passer. Parce que quel que soit ce qu'il fera, il sera contesté. Par contre, si c'est collectivement géré, si au-delà de l'État, en termes régaliens, en termes de légitimité, vous avez dit, il faut respecter le vote des Sénégalais. Justement, le vote des Sénégalais a été clair. Les Sénégalais ont élu Macky Sall. Non, mais pourtant, Macky Sall offre une place de discussion, crée les conditions d'une démocratisation, d'une chose partagée. Cette démocratie n'est pas nôtre, elle est commune. Par conséquent, tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus doivent être intégrés à la prise de décision. Ça, c'est important, M. Wan. Maintenant, la prise en charge des questions des intérêts supérieurs des Sénégalais, oui, vous avez fondé en disant qu'effectivement, pourquoi les Sénégalais doivent-ils payer ceci et payer de l'électricité plus cher? Déjà, vous ouvrez une plage de discussion. Donc, sur l'électricité, est-ce que cette électricité-là, qu'est-ce qu'il en est, etc. Donc, moi, je crois, si madame veut, on veut discuter. Vous et moi sur l'électricité, nous allons voir. Les Sénégalais écoutent. Donc, nous allons voir si vous savez ce qui se passe. Donc, moi, je crois que sur ces questions de fond, pourquoi a-t-on prolongé les mandats des maires? Mais la réponse est là devant nous. La réponse, pourtant, ça n'a pas suscité un tollé général. Est-ce que ce recul, n'est-ce pas, qui a été cette prolongation, a suscité une réprobation générale? Non, il y a eu quelques protestations, mais quand les explications étaient claires, madame, révisez un peu votre point de vue sur le dialogue politique, sur les 12 points. Oui. Il y a eu des accords, madame. Oui. Des accords sur des points précis. Oui, mais il n'y a pas eu voilà, de je vais en venir. Oui. Il y a 3 choses qui sont passées. Oui. Il y a eu des accords sur des points précis. Oui.
il y a eu des accords, des points sur lesquels sur le mode de il y a des débats et qui semblent justement Oui. tendre vers une acceptation. Et des débats, des questions sur lesquelles il y a franche divergence. Oui. Donc c'est comme ça que se pose la question. Maintenant, pour terminer. Oui. Pour Presque terminer. 4 minutes. Donc je vous laisse la parole, d'accord, je vous respecte. Non, je vous laisse terminer. Non, je vous en prie, madame. Voilà, J'ai je pas voulais de juste émission. aborder une autre question qui me semble importante, c'est le non-respect des libertés fondamentales. On a même entendu le médiateur de la République appeler au respect justement de ces libertés fondamentales. Trop d'interdictions, Mao, de manifester, cela donne l'impression de devenir à la limite une règle chez nous. C'est-à-dire, c'est ça que je pose comme problème. Aujourd'hui, en 2019-2020, qu'on n'accepte pas que des Sénégalais puissent manifester et dire que nous refusons cette mesure. Pacifiquement. Alors qu'au Chili, c'est le ticket de métro qui a été augmenté et il y a eu beaucoup de gens dans la rue, il y a eu des morts. Le Soudan, c'est pareil. Oui. Bon, donc pour moi, le fait que les Sénégalais manifestent pacifiquement, on doit même l'encourager. Parce que je le répète, je ne suis pas d'accord de payer plus l'électricité et que l'argent du contribuable sénégalais paye à payer des gens qui politiquement ne sont pas... C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'irrationalité. Parce que aussi le management politique d'excellence, c'est la gestion, tu vois, rationnelle. On a peu de ressources, on a peu de machins. Je ne peux pas accepter que ces ressources soient détournées pour payer une classe politique à se reproduire et que moi que je paye l'électricité. Moi je paye l'électricité, je sais ce que ça veut dire. Et personne ne va m'expliquer pourquoi le prix augmente. Par contre, ils peuvent m'expliquer pourquoi ils ont gardé des institutions comme le Conseil économique social, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et tout ça, pour moi, qui n'est que la reproduction de l'espèce politique, de classe politique politicienne. Donc, pour revenir, je conclus. Je conclus sur cette question-là. Je reste sur mes positions. Et mes positions, c'est très clair. Je ne donne pas un crédit à tout ce processus politique qui ne sert absolument à rien. Parce que le Sénégal, on n'a pas besoin de dialoguer. À la sortie des élections, l'opposition a sorti son livre blanc. Oui. Tous les Sénégalais, les médias et tout, ont aussi sorti des choses. Les observateurs ont sorti. Donc, on n'avait pas besoin de dire on va faire un dialogue autour de ces questions. Il fallait prendre des décisions courageuses, de fixer définitivement des normes et standards pour notre démocratie. Oui, sur une minute, Luc Malick Sarr, pourquoi interdire ce que autorise la Constitution? On interdit trop de demandes de manifestation. Ce qui s'est passé avec Guy Marius Sagna et compagnie, est-ce qu'il fallait en arriver jusque-là? Madame, comme une fois de plus, je vais aller vite pour vous l'imposer. Oui. Je ne vous l'impose pas, c'est le temps. Oui, mais j'aurais souhaité discuter avec l'électricité des points de vue ahurissants développés par M. Wan, qui apparemment ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Bon, mais ce n'est pas grave, je le lui concède. Sur les libertés fondamentales, Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Nous savons bien ce que dit la Constitution. Le titre 2 de notre Constitution, de l'article 7 à l'article 25-3, parle des libertés fondamentales et des droits des citoyens. Nous savons ça. Nous savons particulièrement bien ce que dit l'article 10 de notre Constitution. Qu'est-ce que dit l'article? Droit de manifester. Oui. Droit d'exprimer en toute liberté, par la plume, par la radio, manifester son mécontentement et son opposition. Oui. Manifester. Oui. C'est ça que dit l'article 10. Oui. Non sans y ajouter, à la condition que l'exercice de ces droits, et je cite devant les Sénégalais la Constitution, l'exercice de ces droits ne nuise à la considération des personnes et surtout à l'ordre public. Oui. Nous n'avons jamais interdit les manifestations
pour l'essentiel. Ce que nous avons interdit, c'est le tracé des manifestations. L'itinéraire est extrêmement important. Comment pouvons-nous comprendre en France récemment qu'il y ait eu près d'1 million de personnes sorties à qui on dit vous ne passerez pas devant le palais de l'Élysée, vous ne passerez pas devant l'hôtel Matignon, vous ne passerez pas devant le palais Bourbon, vous ne passerez pas à ce point-là. Que ces personnes aient respecté cet itinéraire. 1 million de personnes. 15 personnes disent que nous allons braver l'interdit du préfet. Ça pose problème. Merci beaucoup.